Un père de 37 ans et son bébé ont disparu dans les marais denses du Marais poitevin lors d'une chasse au canard traditionnelle. L'affaire est rapidement devenue un mystère insoluble, laissant leur famille dans une attente insoutenable pendant 2 longues années sans réponse. Le silence a perduré 2 ans, brisé uniquement par la découverte d'un plongeur de maintenance dans un canal profond, un objet délibérément dissimulé qui cachait un secret sinistre que le marais avait été forcé de garder. Les marais du Marais poitevin engloutissent la lumière. Le 14 novembre 2015, le soleil déclinant ne s'est pas simplement couché, il semblait se dissoudre dans l'eau trouble et le dense couvert de saules. Amélie Dubois se tenait au bord d'un embarcadère isolé à Sainte-Gemme-la-Plaine, le gravier crissant sous ses pieds, un bruit trop fort dans le silence oppressant. Il était 19 heures. Son mari, Étienne Dubois, 37 ans, et leur fils d'1 an, Léo, étaient en retard. Pas seulement le retard des chasseurs, où le temps s'étire avec les vols des canards, mais des heures de retard. L'air, épais et humide même en cette soirée d'automne, pesait lourd. Les sons familiers du jour ou les détonations lointaines des fusils, le bourdonnement des moteurs de bateaux s'étaient tus, remplacés par le vrombissement des moustiques et les éclaboussures inquiétantes de créatures invisibles sous l'eau sombre. Amélie sortit son téléphone à nouveau. L'écran éclaira son visage, soulignant la tension autour de ses yeux. Elle composa le numéro d'Étienne. La ligne passa directement sur la messagerie vocale. Encore une fois, elle tenta de rationaliser le silence. Les marais étaient vastes, un labyrinthe de canaux et de roseaux où le réseau mobile était notoirement peu fiable, mais Étienne connaissait ces eaux comme sa poche. Il était méticuleux en matière de sécurité, surtout avec Léo. Il avait promis d'être de retour avant la nuit. Incapable de rester immobile, Amélie remonta dans son Peugeot 308. Elle commença à parcourir les routes boueuses qui bordaient le marais. Ces chemins caouteux, creusés d'ornières, étaient à peine praticables par endroits. Ses phares perçaient un tunnel étroit dans l'obscurité, illuminant les racines noueuses et les saules drapés de lichen comme des spectres suspendus aux arbres. Tous les quelques centaines de mètres, elle s'arrêtait, appuyant fort sur le klaxon. Le son éclatait, une intrusion artificielle et désespérée dans la nature sauvage. Elle attendait après chaque coup, écoutant, espérant un cri en réponse, le grondement d'un moteur. Rien ne revenait, hormis l'écho de sa propre peur. Comme les enquêteurs l'ont reconstitué plus tard, la matinée avait commencé avec la promesse d'une sortie parfaite entre père et fils. Amélie les avait déposés à cet embarcadère juste avant l'aube. Étienne était un chasseur de canards passionné, fervent défenseur de ce sport et de l'environnement. Il était enthousiaste à l'idée de partager cette tradition avec Léo, malgré son jeune âge. Tous deux portaient des tenues de camouflage complètes, Léo emmitouflé dans une petite veste et un bonnet bleu tricoté. Étienne avait emporté son matériel habituel, y compris son bien le plus précieux, un fusil Beretta, une arme coûteuse et performante, pièce maîtresse de sa collection et son arme de prédilection pour la chasse au canard. Amélie avait des tâches ménagères à gérer, alors elle les avait laissées à leur journée, embrassant les deux avant qu'Étienne ne prépare le bateau. À 22 heures, la réalité de la situation devint insupportable. Le silence des marais n'était plus seulement troublant, il était terrifiant. Amélie conduisit jusqu'à la ville la plus proche, Niort, et contacta la gendarmerie nationale. Sa voix tremblait alors qu'elle expliquait la situation, les mots s'accrochant dans sa gorge. Étienne et Léo Dubois furent officiellement déclarés disparus. Lorsqu'on lui demanda une photo récente, Amélie fournit une image capturant l'essence de leur lien, Étienne, souriant chaleureusement, tenant un Léo riant sur ses genoux, entouré de roseaux secs baignés de soleil. Amélie précisa que la photo n'avait pas été prise ce jour-là, mais lors d'une chasse similaire quelques semaines auparavant. C'était un instantané de joie, désormais transformé en un symbole hanté de perte. Alors que la machine officielle d'une affaire de personnes disparues se mettait en branle, la recherche du père et du fils disparus plongea dans l'obscurité des marais du Marais poitevin. À l'aube du 15 novembre, l'embarcadère isolé de Sainte-Gemme-la-Plaine se transforma d'un lieu d'attente paisible en un centre de commandement animé. La disparition d'un père et de son nourrisson déclencha une réponse immédiate à grande échelle. La direction régionale de l'environnement,
de l'Aménagement et du Logement, DRIL, de Poitou-Charentes rejoignit la Gendarmerie nationale, apportant des équipements spécialisés et une connaissance intime du terrain dangereux. L'urgence était palpable. La vulnérabilité d'un enfant d'1 an exposé aux éléments imposait une course contre la montre qui pesait sur toute l'opération. L'environnement lui-même était l'adversaire principal. Les marais n'étaient pas un simple plan d'eau, mais un réseau complexe et déroutant de lacs, de canaux étroits et de forêts inondées. C'était un paysage où l'on pouvait se perdre en quelques minutes après avoir quitté les voies navigables principales, un labyrinthe vert et brun où la frontière entre terre et eau se brouillait dans une nature impénétrable. L'objectif initial était entièrement axé sur le sauvetage. La théorie dominante était qu'Étienne avait rencontré un problème de moteur, était resté bloqué, ou peut-être avait subi une urgence médicale. Des bateaux à fond plat, avec leurs énormes moteurs générant un rugissement assourdissant, furent déployés en premier. Ils glissaient sur les eaux peu profondes encombrées de végétation, là où les bateaux conventionnels ne pouvaient naviguer. Le son résonnait à travers les saules tandis que les équipes de recherche, emmitouflées contre la fraîcheur matinale, commençaient un processus méthodique de recherche par quadrillage dans les secteurs où Étienne avait l'habitude de chasser. Les bateaux avançaient en formation, leurs puissants projecteurs perçant le brouillard matinal. Les sauveteurs scrutaient les berges, les roseaux, la surface de l'eau, à la recherche du moindre signe des dubois, un vêtement, un leurre flottant, un bateau renversé. La tension était palpable, chaque ombre examinée, chaque ondulation dans l'eau analysée. Simultanément, des hélicoptères survolaient à basse altitude, utilisant des caméras thermiques dans l'espoir de détecter des signatures de chaleur contre le paysage froid et humide. Au sol, des unités canines tentaient de suivre des odeurs le long des berges et des îlots, mais l'environnement boueux et humide rendait le pistage difficile, les odeurs organiques écrasantes du marais déroutant les chiens. Les sauveteurs luttaient contre l'environnement à chaque instant. La boue épaisse aspirait leurs bottes, menaçant de les piéger. Les roseaux denses obstruaient la visibilité, créant une sensation claustrophobe d'enfermement. La conscience constante des habitants du marais crocodile tapis sous la surface, serpents venimeux lovés dans les broussailles ajoutait une note de danger à une opération déjà périlleuse. Ils appelaient Étienne et Léo, leur voix tendue face à l'indifférence vaste du paysage. Amélie restait au centre de commandement, figure solitaire enveloppée dans une couverture, ses yeux fixés sur l'eau. Chaque communication des équipes de recherche, chaque retour de bateau, apportait un élan d'espoir, suivi d'une déception écrasante. Les rapports étaient invariablement négatifs. Aucun débris, aucun équipement, aucun signe du père et du fils disparus. C'était comme si le marais les avait simplement absorbés. L'opération se poursuivit sans relâche le premier jour et jusqu'au second. L'urgence croissait alors que la fenêtre de survie, en particulier pour le jeune Léo, se refermait. Le temps se refroidissait, les nuits descendant à des températures posant un risque significatif d'hypothermie. Dans l'après-midi du 16 novembre, 2 jours après le début des recherches, l'affaire prit une tournure radicalement différente. Une équipe d'agents de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, DRIL, explorait un secteur adjacent, légèrement à l'écart de la zone de chasse habituelle d'Étienne Dubois. Ce secteur était accessible par une piste de service rarement utilisée, un chemin caouteux longeant une digue surélevée près de Coulon. C'est au cours de cette fouille méthodique qu'ils firent une découverte qui ébranla toute l'opération. Un agent repéra un véhicule garé à l'écart de la piste, partiellement dissimulé par les broussailles. Ce n'était pas le pick-up d'Étienne, Amélie l'avait en sa possession mais une voiture de patrouille marquée. La vue de ce véhicule, apparemment abandonné dans cette zone isolée, déclencha immédiatement l'alarme. L'équipe de recherche s'approcha prudemment, les sens en alerte. La routine de la recherche céda la place à une soudaine vigilance. Le véhicule était verrouillé, et il n'y avait personne à l'intérieur. Une vérification rapide de la plaque d'immatriculation identifia le véhicule comme appartenant à l'officier Margot Lefebvre, une membre respectée de la Gendarmerie nationale. La confusion fut immédiate. Pourquoi la voiture d'une officier était-elle abandonnée ici, en plein milieu d'une vaste opération de recherche de personnes disparues? Une fouille localisée frénétique commença immédiatement. Le centre de commandement fut informé,
et des ressources furent redirigées vers la zone. L'atmosphère passa d'une recherche et sauvetage ciblée à quelque chose de bien plus sinistre. L'incertitude entourant la disparition des Dubois était désormais aggravée par celle d'un officier de police. L'équipe se déploya autour de la voiture de patrouille, s'enfonçant dans les roseaux denses et l'eau peu profonde le long de la digue. Le terrain était difficile, obligeant les agents à patauger dans une boue jusqu'aux genoux, l'eau froide contre leur peau. Le silence du marais semblait s'épaissir, la tension montant à chaque pas. Il ne fallut pas longtemps. À environ 50 mètres du véhicule, caché dans un épais bosquet de roseaux, ils la trouvèrent. L'officier Margot Lefebvre était morte. La découverte fut un coup brutal pour les forces de l'ordre rassemblées. La recherche des Dubois fut immédiatement suspendue, la zone étant sécurisée comme une scène de crime. L'examen initial de la scène fut déchirant. L'officier Margot Lefebvre avait subi de multiples blessures par balle. Elle portait encore son uniforme, son arme de service toujours dans son étui. Il semblait qu'elle avait été prise complètement par surprise, l'attaque soudaine et écrasante. Les enquêteurs spécialisés dans les homicides arrivèrent et commencèrent le processus méticuleux de documentation de la scène. La nature des blessures était immédiatement évidente. Elles n'étaient pas causées par un fusil ou un pistolet, mais par des plombs tirés par un fusil de chasse. Le type exact d'arme utilisé par les chasseurs de canards dans tout le Marais, et le type exact d'arme qu'Étienne Dubois portait avec lui. L'implication fut immédiate et dévastatrice. La chronologie plaçait la mort de l'officier Lefebvre très proche du moment de la disparition des Dubois. Le lieu était géographiquement proche. Le type d'arme correspondait. Les enquêteurs s'efforcèrent de comprendre pourquoi l'officier Lefebvre se trouvait dans ce secteur isolé. Ces journaux de patrouille fournirent la réponse. Elle n'était pas impliquée dans la recherche des Dubois. Elle était en patrouille de routine. Plus précisément, elle avait été envoyée dans cette zone suite à plusieurs plaintes récentes concernant des dépôts illégaux de déchets. Les marais, avec leur isolement et leur manque de surveillance, étaient souvent ciblés par des individus et des entreprises cherchant à se débarrasser illégalement de déchets. Son journal indiquait qu'elle était arrivée dans la zone, mais elle n'avait établi aucun contact radio ultérieur. Rien n'indiquait qu'elle avait appelé des renforts ou signalé quoi que ce soit de suspect. L'enquête faisait désormais face à une dualité horrifique. Les chasseurs disparus et l'officier assassiné étaient-ils liés? Les preuves pointaient vers un scénario sinistre. Étienne Dubois avait-il, pour une raison inexplicable, assassiné un officier de police? Et si oui, qu'était-il arrivé à son fils? La découverte créa un dilemme insoutenable. Si Étienne était le coupable, la recherche n'était plus une mission de sauvetage, mais une chasse à l'homme. Mais cette théorie ne semblait pas correcte pour beaucoup de ceux qui le connaissaient. Étienne était connu comme un père de famille dévoué et un chasseur responsable, sans antécédent de violence ou d'instabilité mentale. Amélie Dubois fut dévastée par la nouvelle de la mort de l'officier Lefebvre, mais elle rejeta avec véhémence les soupçons naissants entourant son mari. Elle insista auprès des enquêteurs qu'Étienne était incapable d'une telle violence. L'idée qu'il puisse assassiner quelqu'un, surtout un officier de police, alors que son fils nourrisson était avec lui semblait inconcevable. Elle supplia les autorités de continuer à les chercher comme des victimes, non comme des coupables. Malgré ces supplications, la réalité des preuves força l'enquête à considérer Étienne comme un suspect principal. Son expérience dans le Marais pouvait expliquer comment il échappait à la capture, mais le mystère s'épaississait. S'il avait commis un meurtre, pourquoi? Qu'est-ce qui aurait pu déclencher un tel acte de violence? Et où était Léo? Le Marais détenait les réponses, mais n'offrait aucun indice facile. L'enquête s'élargit, englobant désormais un homicide et une affaire de personnes disparues qui semblaient inextricablement liées. La vérité restait obscurcie par les eaux troubles et les roseaux denses. L'enquête double peinait à avancer. La scène de crime où l'officier Lefebvre fut trouvé n'apportait que peu de preuves médico-légales au-delà des plombs de fusil. Il n'y avait ni empreinte digitale, ni ADN, rien pour identifier définitivement le tireur. La recherche des Dubois stagnait également. L'effort massif, malgré la couverture de vastes zones du Marais,
ne trouva aucune trace d'eux, de leur bateau ou de leur équipement. L'absence de preuves était déroutante, alimentant les spéculations sur l'implication d'Étienne tout en ne fournissant aucune preuve concrète. Au fil des semaines qui devinrent des mois, les pistes s'épuisaient. L'urgence initiale s'estompa, remplacée par une frustration lancinante. L'affaire, malgré ses éléments choquants, devint peu à peu un dossier classé. Amélie Dubois fut laissée dans un limbo insoutenable, pleurant la perte de sa famille tout en défendant le nom de son mari contre les accusations tacites qui pesaient sur l'enquête. Le mystère de ce qui s'était passé dans les marais ce jour de novembre restait irrésolu, une tache sombre sur la communauté paisible. 2 ans passèrent. La disparition des Dubois et le meurtre de l'officier Lefebvre devinrent l'un des cas les plus déroutants de la région. Les théories restaient des théories. Le Marais gardait ses secrets. En novembre 2017, exactement 2 ans après l'incident, une percée dans l'affaire survint, non pas grâce à un nouvel effort d'enquête, mais d'un travail de maintenance de routine dans les profondeurs du système marécageux. Lucas Martin était un plongeur industriel, un homme qui gagnait sa vie dans des environnements que la plupart évitaient activement. Il était spécialisé dans les infrastructures sous-marines, engagé par une entreprise de télécommunications pour inspecter et entretenir un réseau de câbles à fibres optiques traversant le système du Marais poitevin. C'était un travail spécialisé, souvent dangereux, nécessitant de naviguer dans des profondeurs troubles, en s'appuyant sur son équipement et son expérience pour travailler dans une visibilité quasi nulle. Ce jour-là, Lucas se préparait pour une plongée dans un canal profond du système marécageux, à des kilomètres de la zone où l'officier Lefebvre avait été trouvé et où les recherches initiales pour les Dubois s'étaient concentrées. L'eau était d'un vert jaune trouble, la surface réfléchissant le ciel couvert. Lucas enfila sa lourde combinaison de plongée et son casque, le poids pesant sur lui. Il vérifia méticuleusement son équipement, son alimentation en air, ses lignes de communication, sa caméra sous-marine. La caméra était essentielle, utilisée pour documenter son travail et l'état des câbles dans cet environnement impitoyable. Il descendit dans l'eau trouble, le monde d'en haut disparaissant alors que la brume vert-jaune l'enveloppait. La lumière du soleil filtrée depuis la surface créait une lueur étrange et diffuse. La visibilité était limitée à quelques mètres, l'obligeant à s'appuyer sur sa lampe de plongée pour percer l'obscurité. L'environnement sous-marin était surnaturel. Le fond était couvert de sédiments épais, de végétation en décomposition et des racines submergées des saules. De petites particules de matière organique flottaient dans l'eau, captant le faisceau de sa lampe comme des poussières dans un rayon de soleil. Lucas progressait lentement et méthodiquement le long de la ligne de câble, sa respiration formant un son rythmique dans le monde sous-marin autrement silencieux. La pression de l'eau était une présence constante, l'isolement total. Il vérifiait une section de câble présentant une légère dégradation du signal lorsque son équipement heurta quelque chose de large et solide, enfoui dans les sédiments. Ce n'était ni une bûche ni un rocher. La forme était trop régulière, trop artificielle. L'impact souleva un nuage de boue, obscurcissant temporairement sa vision. Lucas arrêta son mouvement et dirigea sa lampe vers l'objet. Il attendit que les sédiments se déposent, la forme émergeant progressivement de l'obscurité. Il utilisa ses mains gantées pour dégager une partie de la boue et des algues qui le recouvraient. C'était une grande mallette rigide noire. Il reconnut immédiatement la forme. C'était une mallette pour arme à feu. L'extérieur était recouvert d'une épaisse couche de saleté, indiquant qu'elle avait été immergée pendant un temps considérable. La curiosité à son comble, Lucas examina la mallette. C'était une construction robuste, conçue pour protéger son contenu des éléments. Il la dégagea des sédiments, l'effort mettant ses muscles à rude épreuve. Il vérifia les fermoirs. Ils n'étaient pas verrouillés. Il ouvrit la mallette. Ce qu'il découvrit était saisissant, en contraste frappant avec le paysage monotone du fond du marais. L'intérieur de la mallette comportait un rembourrage moulé sur mesure avec des découpes précises. À l'intérieur de ces découpes se trouvaient les pièces démontées d'un fusil de chasse. Malgré l'eau trouble et la couche d'algues recouvrant tout, la qualité de l'arme était immédiatement évidente. La crosse et le devant en bois présentaient une finition polie, le savoir-faire indéniable. Lucas connaissait un peu la chasse.
C'était une activité courante dans la région. Il se pencha plus près, sa lampe éclairant le nom de marque gravé sur l'ensemble du canon. Beretta. Ce n'était pas n'importe quel fusil. C'était une arme haut de gamme, coûteuse, valant des milliers d'euros. La découverte lui sembla profondément étrange. Pourquoi quelqu'un jetterait une arme aussi précieuse au milieu du marais? Des accidents arrivaient. Les chasseurs perdaient parfois du matériel par-dessus bord. Mais ce fusil était soigneusement rangé dans sa mallette. Il n'avait pas été perdu par accident. Il avait été délibérément jeté. Lucas documenta la découverte avec sa caméra sous-marine, capturant l'image de la mallette ouverte reposant sur le fond du marais. Le Beretta niché à l'intérieur, un artefact de violence émergeant des profondeurs troubles. Il décida ensuite de le récupérer. Le poids de la mallette remplie d'eau et de l'arme lourde rendit la remontée difficile, mais il parvint à regagner la surface avec sa trouvaille. De retour sur le bateau de plongée, Lucas examina le Beretta de plus près. La prise de conscience qu'il tenait peut-être une preuve significative commença à s'installer. Initialement, la tentation de garder l'arme était forte. C'était une trouvaille précieuse, et les chances qu'elle soit retracée jusqu'à son propriétaire semblaient minces. Il ramena la mallette chez lui, projetant de nettoyer et restaurer le fusil. Cependant, lorsqu'il montra la découverte à sa femme, Chloé, sa réaction fut immédiate et prudente. Elle reconnut les implications potentielles d'une arme abandonnée trouvée dans les marais. L'histoire des chasseurs disparus et de l'officier assassiné était bien connue dans la communauté. Elle exprima son inquiétude que le fusil puisse être la pièce manquante de ce puzzle. L'idée qu'il puisse retenir une preuve cruciale troubla Lucas. Après une longue discussion, Chloé le convainquit que la seule action responsable était de le remettre aux autorités. Lucas contacta la gendarmerie nationale et signala sa découverte. Il leur fournit le fusil et les images sous-marines qu'il avait capturées. Les autorités reconnurent immédiatement l'importance potentielle de la découverte. Ils commencèrent le processus de traçage de l'arme. Le numéro de série était clairement visible sur le récepteur. Une recherche rapide dans le registre national des armes à feu révéla une correspondance. Le fusil Beretta appartenait à Étienne Dubois. La découverte raviva instantanément l'affaire classée. Après 2 ans de silence, une preuve tangible avait émergé. La nouvelle fut transmise à Amélie Dubois, provoquant une nouvelle vague d'angoisse et de confusion. La découverte du fusil confirma qu'un événement terrible s'était produit dans le marais, mais elle n'apportait aucune réponse sur le sort de son mari et de son fils. L'enquête reprit, désormais centrée sur l'arme qui semblait avoir surgi des abysses. La découverte du fusil Beretta d'Étienne Dubois insuffla une nouvelle énergie dans l'enquête, offrant la première piste significative en 2 ans. La question centrale qui dominait désormais l'enquête était claire et inéluctable. Était-ce l'arme utilisée pour assassiner l'officier Margot Lefebvre? Les implications de la réponse façonneraient l'ensemble du récit de l'affaire, confirmant soit Étienne comme le coupable, soit suggérant un scénario bien plus complexe. Le fusil fut immédiatement transféré au laboratoire criminel de l'État pour une analyse médico-légale détaillée. Les enquêteurs attendaient les résultats avec anxiété, espérant une correspondance balistique définitive qui ferait enfin éclater l'affaire. L'anticipation était grande. L'atmosphère dans l'unité d'enquête était chargée d'attente d'une percée. Cependant, la réalité de la balistique des fusils de chasse tempéra rapidement l'optimisme initial. Les fusils de chasse, contrairement aux fusils à canon rayé ou au pistolet, ne laissent pas de marques microscopiques uniques, de stries sur les projectiles qu'ils tirent. Le canon lisse du fusil ne confère pas le même type de signature individualisée sur les plombs. Les plombs récupérés sur le corps de l'officier Lefebvre étaient d'un type courant, des plombs standards pour la chasse au canard, utilisés dans toute la région. Bien que le calibre des plombs soit cohérent avec le Beretta, une correspondance balistique directe était impossible. Le laboratoire criminel pouvait confirmer que le Beretta aurait pu tirer les coups mortels, mais il ne pouvait pas confirmer qu'il l'avait fait à l'exclusion de tous les autres fusils du même calibre. Cette impasse balistique fut un revers important. L'enquête se retrouva confrontée à la même ambiguïté qui l'avait entravée depuis le début. La découverte du fusil,
bien que dramatique et inattendue, ne résolvait pas le mystère central. Elle ne faisait que l'approfondir. De plus, l'état et l'emplacement du fusil soulevaient de nouvelles questions troublantes. Le Beretta fut trouvé à des kilomètres de la scène de crime où l'officier Lefebvre avait été assassiné, dans un canal profond loin de la zone où les Dubois chassaient, et il était soigneusement démonté et rangé dans sa mallette sur mesure. Cela suggérait une élimination délibérée et méthodique, et non les actions de quelqu'un fuyant dans la panique après avoir commis un crime violent. Si Étienne avait assassiné l'officier lors d'une confrontation soudaine, pourquoi aurait-il pris le temps de démonter son fusil, de le ranger dans sa mallette et de le transporter à des kilomètres avant de le jeter? Cela semblait incohérent avec le récit d'un fugitif désespéré. L'ambiguïté força les enquêteurs à reconsidérer des théories alternatives. Si Étienne n'avait pas tué l'officier, alors qu'il avait fait? Et pourquoi son fusil avait-il été jeté dans le marais? La possibilité qu'une tierce partie soit impliquée, que Étienne et Léo soient également des victimes, commença à gagner du terrain. L'enquête se recentra sur la raison initiale de la présence de l'officier Lefebvre dans la zone, les dépôts illégaux de déchets. Bien que les premières enquêtes sur les activités de dépôts illégaux de déchets n'aient rien donné, les investigateurs décidèrent d'adopter une approche plus rigoureuse et agressive. Les marais du Marais Poitevin offraient de nombreuses opportunités pour l'élimination illicite de déchets, et les personnes impliquées dans de telles activités pouvaient être motivées à recourir à la violence pour protéger leurs opérations. Leur attention se concentra sur une entreprise de construction locale basée à La Rochelle, qui faisait l'objet de nombreuses plaintes environnementales depuis des années. Cette entreprise, dirigée par Henri Dubois, un homme connu pour ses pratiques commerciales agressives et son mépris flagrant des réglementations, était soupçonnée de se débarrasser illégalement de déchets dangereux, y compris de l'amiante, des solvants chimiques et des sols contaminés, dans des secteurs isolés des marais pour éviter les coûts élevés d'un traitement approprié. Les enquêteurs émirent l'hypothèse que l'officier Margot Lefebvre aurait pu tomber sur une opération de dépôt illégal en cours et aurait été assassiné pour garantir son silence. Si c'était le cas, la disparition des Dubois pourrait être totalement indépendante, une coïncidence tragique de timing et de lieu. Ou peut-être qu'Étienne et Léo avaient également été témoins du dépôt illégal et avaient subi le même sort. Les preuves contre l'entreprise de construction s'accumulaient. Des images satellitaires montraient une activité suspecte dans la zone au moment de l'incident, des camions lourds se déplaçaient sur les chemins de service isolés tard dans la nuit. Les registres financiers indiquaient des écarts significatifs dans leurs coûts de gestion des déchets, suggérant qu'ils détournaient des matériaux des sites de traitement autorisés. D'anciens employés parlèrent d'une culture d'intimidation et de secret au sein de l'entreprise. Convaincus d'avoir identifié les coupables, les enquêteurs préparèrent l'exécution d'un mandat de perquisition. La descente dans la cour de l'entreprise de construction fut une opération à haut risque, planifiée avec une précision méticuleuse. Le propriétaire, Henri Dubois, avait une réputation de confrontation, et les enquêteurs anticipaient une résistance. Tôt un matin, un convoi de véhicules des forces de l'ordre, incluant des équipes tactiques équipées de matériel spécialisé, investit la propriété à La Rochelle. L'atmosphère était tendue, l'adrénaline à son comble alors que les officiers se préparaient à forcer les portes. La descente fut exécutée rapidement et avec fermeté. Les officiers sécurisèrent les lieux, retenant les employés présents. Henri Dubois émergea de son bureau, immédiatement agressif et belliqueux. Il exigea de connaître la raison de l'intrusion, criant des menaces et des injures, tentant d'entraver la perquisition. Il fut placé en détention pendant que les équipes de recherche commençaient leur travail. La fouille de la propriété fut exhaustive, couvrant les entrepôts, les conteneurs de stockage et les engins lourds. Les enquêteurs découvrirent des preuves significatives de violations environnementales. Des fûts de produits chimiques non étiquetés furent trouvés, mal stockés, laissant fuir des substances dans le sol. Des tas de matériaux contenant de l'amiante étaient cachés dans un coin reculé de la cour. Ces preuves suffirent à fermer l'opération et à engager de graves accusations environnementales. La tension culmina lorsque les enquêteurs pénétrèrent dans le bureau privé du propriétaire. Là, exposés bien en vue sur un râtelier, se trouvaient plusieurs fusils de chasse. La vue de ces armes semblait confirmer leur théorie. Si ces armes étaient celles utilisées pour tuer l'officier Margot Lefebvre,
l'affaire était résolue. Henri Dubois était un chasseur passionné, et la présence des fusils semblait fournir le chaînon manquant. Les fusils furent immédiatement saisis et envoyés pour une analyse médico-légale. Les enquêteurs attendaient les résultats avec anxiété, convaincus d'avoir trouvé la percée dont ils avaient besoin. Le récit semblait clair, l'entreprise de construction, prise en flagrant délit de dépôt illégal, avait assassiné l'officier et peut-être les Dubois pour couvrir ses traces. Cependant, les résultats ramenèrent l'enquête à la réalité. L'analyse confirma qu'aucun des fusils saisis dans l'entreprise de construction n'était impliqué dans le meurtre de Margot Lefebvre. Les calibres et types de plomb ne correspondaient pas aux preuves récupérées sur la scène. La descente dans l'entreprise de construction, bien qu'ayant permis de découvrir des activités illégales, fut une impasse dans l'enquête sur l'homicide. Les dépôts illégaux étaient totalement indépendants de la violence. Ce n'était qu'une circonstance qui avait placé l'officier Margot Lefebvre dans la zone, une intersection tragique entre une patrouille de routine et une intention meurtrière. L'enquête était revenue à la case départ. Le fusil Beretta restait le seul lien tangible avec les événements de ce jour-là, mais son histoire demeurait insaisissable. La frustration parmi les enquêteurs était palpable. Ils avaient poursuivi une piste prometteuse avec intensité, pour se retrouver encore plus embourbés dans les mystères du Marais. L'affaire semblait déterminée à résister à toute résolution, la vérité enfouie aussi profondément que le fusil l'avait été dans les profondeurs troubles. L'élan gagné grâce à la découverte du fusil Beretta s'était dissipé, remplacé par un sentiment renouvelé de frustration. Les mois passèrent après la descente, et l'excitation initiale s'estompa. L'affaire semblait maudite, caractérisée par des découvertes dramatiques qui ne menaient finalement nulle part, un cycle sans fin d'espoir et de déception. Les enquêteurs étaient désespérés de trouver un nouvel angle, quelque chose qui briserait l'impasse et fournirait une direction claire. À la mi-2018, près de 3 ans après la disparition et le meurtre, l'enquêteur principal décida de regarder au-delà des techniques d'investigation conventionnelles. Les méthodes traditionnelles entretien, analyse médico-légale, suivi des pistes n'avaient rien donné de concluant. La prise de conscience émergea que le Marais lui-même était le principal témoin et qu'il détenait peut-être des indices négligés, cachés non dans les preuves physiques mais dans les archives environnementales. Cette approche non conventionnelle le conduisit à consulter une équipe de recherche universitaire de l'Université de Poitiers, qui menait une étude à long terme sur l'hydrologie du système marécageux. Leurs recherches se concentraient sur les dynamiques complexes de l'écosystème, les niveaux d'eau, la salinité, et l'impact des changements environnementaux sur l'équilibre délicat des zones humides. Pour mener cette recherche, l'équipe avait déployé un réseau de capteurs à distance positionnés dans les voies navigables, enregistrant en continu des données environnementales. Ces capteurs, sentinelles silencieuses surveillant les rythmes du Marais, étaient actifs en 2015, leurs données archivées sur les serveurs de l'université. L'enquêteur rencontra le principal hydrologue, le professeur Bernard Lefebvre, un homme dont l'expertise résidait dans le langage complexe des mouvements d'eau et du transport des sédiments. Il expliqua les paramètres de l'affaire, les zones géographiques d'intérêt et le créneau temporel critique. Il demanda si les journaux de données archivés de novembre 2015 pourraient révéler des anomalies, quelque chose d'inhabituel survenu dans le Marais au moment de l'incident. L'équipe de recherche, intriguée par la possibilité d'appliquer leurs données à une enquête criminelle, accepta d'analyser les archives. C'était une entreprise colossale, nécessitant le traitement de millions de points de données provenant de dizaines de capteurs. L'équipe utilisa des algorithmes sophistiqués pour filtrer les données, recherchant des écarts par rapport aux schémas environnementaux normaux, des pics d'activité inexpliqués par des phénomènes naturels tels que les événements météorologiques ou les flux de marée. L'analyse prit des semaines, un tri méticuleux à travers le bruit numérique de l'environnement marécageux. Les chercheurs croisèrent les données de plusieurs capteurs, cherchant des corrélations et des motifs. La percée ne vint pas des capteurs situés près de la scène de crime ou des zones de recherche principales, mais d'un capteur positionné dans un secteur reculé et rarement fréquenté du Marais poitevin. Les données révélèrent une anomalie localisée très inhabituelle, enregistrée tard dans la nuit du 14 novembre 2015, quelques heures après la disparition des Dubois et le meurtre probable de l'officier Margot Lefebvre. L'anomalie était une augmentation significative de la turbidité de l'eau,
une mesure de la turbidité causée par les sédiments en suspension. Le pic était marqué, intense et de courte durée, indiquant une perturbation soudaine et puissante du fond du marais. Les hydrologues interprétèrent les données, ce pic de turbidité n'était pas causé par des phénomènes naturels. L'intensité et le schéma de la perturbation étaient cohérents avec le lancement ou la récupération précipitée d'un bateau à moteur pendant la nuit, son hélice remuant des sédiments importants du fond peu profond. Cela était hautement suspect. Les activités de chasse cessaient normalement au crépuscule, et les premières recherches n'avaient pas encore atteint cette zone isolée. Les données suggéraient une activité clandestine en pleine nuit, un mouvement sous le couvert de l'obscurité. Cette preuve environnementale fournissait la première indication d'une activité dans le marais après l'incident, suggérant une dissimulation ou une voie de fuite totalement négligée. La localisation de l'anomalie était cruciale, un point d'accès pour bateaux rarement utilisé, situé entre la scène de crime et l'endroit où le Beretta fut finalement retrouvé. Les enquêteurs concentrèrent immédiatement leur attention sur ce point d'accès isolé, près de Coulon. C'était une zone reculée, accessible par un sentier étroit et envahi par la végétation, un endroit où quelqu'un pouvait opérer sans être détecté. Une équipe de plongeurs spécialisés de la gendarmerie nationale fut dépêchée sur place. Les conditions étaient redoutables. Le point d'accès était peu profond près de la rive, mais plongeait rapidement dans un canal plus profond. L'eau était sombre et trouble, la visibilité presque nulle, encore pire que les conditions auxquelles Lucas Martin avait été confronté. L'équipe de plongée effectua une recherche systématique du fond près du point d'accès. Ils travaillaient principalement au toucher, leurs mains balayant la boue épaisse, cherchant tout ce qui sortait de l'ordinaire. La tâche était laborieuse et lente. Les plongeurs opéraient dans un monde d'obscurité et de silence, reliés à la surface par leurs tuyaux d'air et leur détermination commune à trouver la vérité. Leurs efforts aboutirent à une découverte cruciale. Préservés dans la boue anaérobie du fond du marais, un environnement dépourvu d'oxygène qui ralentit la décomposition et l'érosion, ils trouvèrent des traces de pneus distinctes. Les traces indiquaient qu'un véhicule lourd et une remorque avaient reculé jusqu'au point d'accès et dans l'eau. La profondeur et le motif des traces confirmaient l'interprétation des hydrologues, un bateau avait été lancé ou récupéré ici. La découverte des traces de pneus confirmait que quelqu'un avait été actif à cet endroit, fournissant un lien potentiel entre la scène de crime et l'élimination du fusil. Mais l'identité des individus impliqués restait inconnue. Les traces elles-mêmes ne pouvaient pas être retracées jusqu'à un véhicule spécifique. L'équipe de plongée poursuivit sa recherche, élargissant le périmètre autour des traces de pneus. Ils commencèrent le processus méticuleux de récupération de micro-preuves, tamisant la boue et les sédiments, cherchant tout ce qui, même minime, aurait pu être laissé derrière. C'était une recherche non pas pour des objets volumineux, mais pour les traces petites et facilement négligeables d'activités humaines. Les conditions rendaient la recherche exténuante. Les plongeurs travaillaient par rotation, leurs mouvements limités par l'équipement lourd et l'obscurité enveloppante. Ils collectaient des sacs de sédiments pour une analyse ultérieure, mais cherchaient aussi des objets visibles, leurs doigts gantés sont dans la boue avec une précision délicate. C'est lors d'une de ces balayages méthodiques qu'un plongeur trouva quelque chose. Enfoui dans la boue près des traces de pneus se trouvait un petit morceau de plastique abandonné. Il était facile à négliger, ressemblant à un déchet, un fragment de la pollution omniprésente qui infestait les voies navigables. Mais le plongeur reconnut qu'il s'agissait de quelque chose de spécifique. Il remonta à la surface avec l'objet, le petit morceau de plastique serré dans sa main. C'était un emballage plastique, du type utilisé pour les petits articles spécialisés. L'étiquetage était partiellement dégradé par la longue immersion, mais suffisamment lisible pour identifier le produit. C'était l'emballage d'un tube de choc pour fusil de chasse, un dispositif inséré dans le canon d'un fusil pour contrôler la dispersion des plombs. Ce n'était pas n'importe quel tube de choc. C'était un produit de niche, coûteux, conçu pour la chasse de haute performance et le tir en compétition, prisé par les chasseurs sérieux cherchant à maximiser l'efficacité de leurs armes. Les enquêteurs vérifièrent immédiatement l'équipement de chasse connu d'Étienne Dubois, minutieusement catalogué par Amélie. Il utilisait du matériel de haute qualité, mais il n'utilisait pas cette marque ou ce type spécifique de tube de choc.
Le Beretta était équipé de chocs standards d'usine. La prise de conscience fut immédiate et profonde. Cette pièce à conviction, cet emballage abandonné, appartenait probablement aux auteurs. Après des années d'ambiguïté et de frustration, l'enquête avait enfin un indice tangible qui écartait Étienne Dubois et pointait vers des assaillants inconnus. L'emballage du tube de choc, un déchet apparemment insignifiant préservé dans la boue, devint la clé pour démêler le mystère. L'enquête se recentra désormais, passant des profondeurs troubles du marais au monde spécialisé du matériel de chasse haut de gamme, à la recherche des individus qui avaient acheté ce produit spécifique. La découverte de l'emballage du tube de choc offrit à l'enquête une voie d'investigation précise et ciblée. Ce n'était plus une recherche large à travers les vastes marais, mais une chasse précise pour les acheteurs d'un article très spécifique. La nature de niche du produit était la clé. Ce n'était pas un accessoire courant que l'on trouve dans le sac de chaque chasseur. Le tube de choc spécialisé était un produit haut de gamme fabriqué par une entreprise connue pour son ingénierie de précision, utilisé principalement par les tireurs en compétition et les chasseurs sérieux prêts à investir des sommes importantes pour optimiser leur équipement. Les enquêteurs contactèrent le fabricant, retraçant le réseau de distribution de ce modèle spécifique. Ils apprirent qu'il n'était vendu que dans quelques armureries spécialisées de la région Nouvelle-Aquitaine, des magasins qui s'adressaient à une clientèle exclusive. Les autorités entreprirent le processus laborieux d'examen des registres de vente de ces armureries. Elles se concentrèrent sur les semaines précédant l'incident de novembre 2015, recherchant les achats de ce modèle spécifique de tube de choc. La tâche était compliquée par le passage du temps et les pratiques de tenue de registres variables des magasins. Certaines des petites armureries conservaient des registres manuscrits, et toutes les ventes n'étaient pas suivies avec des informations détaillées sur les clients. Ils recherchèrent à la fois les transactions par carte bancaire et les ventes en espèces, conscients que les individus impliqués dans des activités illicites préféraient souvent l'anonymat des paiements en liquide. Cependant, la persévérance porta ses fruits. Dans l'une des plus grandes armureries de Niort, les enquêteurs trouvèrent une correspondance. Les registres indiquaient que le tube de choc spécifique avait été acheté peu avant la disparition. L'achat fut retracé à deux hommes, Gilles Nova et Marcel Duval, qui avaient acheté l'article ensemble. Ces noms n'étaient pas immédiatement familiers aux enquêteurs. Nova et Duval étaient des figures connues dans la communauté locale de chasseurs du Marais poitevin, respectés pour leur habileté et leur équipement coûteux. Ils n'avaient aucun casier judiciaire significatif et n'avaient jamais été considérés comme des personnes d'intérêt dans les affaires Dubois ou Lefebvre. Ils avaient été brièvement interrogés lors du premier recensement des chasseurs locaux, une procédure de routine qui n'avait donné aucune information exploitable. Leurs alibis, selon lesquels ils chassaient dans un secteur différent du Marais ce jour-là, avaient été vérifiés, et rien ne les reliait à l'incident. Avec la découverte de l'emballage du tube de choc les liant au point d'accès isolé, les enquêteurs commencèrent à explorer en profondeur les antécédents de Nova et Duval. Ils découvrirent un monde caché sous l'apparence de chasseurs respectables. Ils apprirent que les deux hommes étaient soupçonnés de s'adonner à la chasse commerciale illégale, un commerce lucratif sur le marché noir impliquant le braconnage à grande échelle de canards et d'autres animaux sauvages pour les vendre à des restaurants et distributeurs peu scrupuleux. Cette révélation fournissait un mobile puissant et convaincant pour le meurtre de l'officier Margot Lefebvre. La chasse commerciale illégale était un crime sérieux, entraînant des amendes importantes et des peines de prison potentielles. L'ampleur de leur opération, suggérée par les rumeurs et leur investissement dans du matériel spécialisé comme les tubes de choc, signifiait qu'ils avaient beaucoup à perdre. Si l'officier Lefebvre était tombé sur leur opération, ils auraient pu être motivés à utiliser la force létale pour protéger leur commerce illicite et leur liberté. L'enquête découvrit également que Nova et Duval avaient brusquement cessé leurs activités de chasse à grande échelle après la saison 2015. Ils continuaient à chasser de manière récréative, maintenant un profil bas au sein de la communauté. Mais les rumeurs sur leurs opérations commerciales s'étaient tues. Ce changement soudain de comportement, coïncidant parfaitement avec les meurtres, était hautement suspect. Cela suggérait une prise de conscience que le risque était devenu trop grand, l'attention trop intense. Fin 2018, les autorités placèrent Nova et Duval sous une surveillance intensive. Ils avaient besoin de preuves directes les reliant au meurtre,
quelque chose de plus qu'un achat de tubes de choc et un comportement suspect. Ils déployèrent des équipes d'officiers en civil, surveillant leurs mouvements, leurs communications, leurs transactions financières, espérant que l'un d'eux ferait une erreur, révélerait un indice ou les mènerait à une preuve. La surveillance était difficile et exigeante en ressources. Nova et Duval étaient prudents, affichant un niveau de vigilance suggérant une expérience dans l'évasion de la détection. Ils menaient des vies tranquilles, évitant l'attention et suivant des schémas routiniers. Ils utilisaient des méthodes de communication cryptées, rendant l'interception de leurs conversations difficile. La surveillance s'éternisa pendant des semaines, produisant peu d'informations exploitables. Les suspects semblaient d'un calme déconcertant, confiants dans la sécurité de leurs secrets. La percée vint d'une source inattendue, un coup de chance qui brisa l'impasse. Les enquêteurs décidèrent de recontacter l'armurerie, posant des questions complémentaires sur l'achat du tube de choc. Ils voulaient confirmer les détails de la transaction, espérant glaner des informations supplémentaires sur le comportement de Nova et Duval lors de l'achat, tout détail apparemment insignifiant qui pourrait leur donner un levier. L'armurier, ignorant l'importance de la demande, coopéra pleinement. Il se souvenait de l'achat. Nova était un client régulier, connu pour acheter du matériel haut de gamme. L'interaction semblait totalement banale. Cependant, quelques jours plus tard, Nova retourna à l'armurerie pour acheter des munitions. Au cours d'une conversation informelle, l'armurier mentionna l'enquête policière. Il ne le fit pas malicieusement, juste pour faire la conversation, une remarque désinvolte sur la minutie de l'investigation policière. Il mentionna que la police avait posé des questions sur le tube de choc spécialisé que Nova avait acheté en 2015. L'impact de cette remarque anodine fut immédiat et dramatique. L'équipe de surveillance qui surveillait le magasin observa la réaction de Nova. Son comportement changea instantanément. La façade calme se fissura, remplacée par une agitation visible. Il mit fin abruptement à la conversation, ses mouvements précipités et erratiques, et quitta le magasin. L'équipe de surveillance rapporta sa réaction au centre de commandement. La prise de conscience frappa les enquêteurs, Nova paniquait. Il savait que l'enquête se rapprochait de l'achat du tube de choc, la seule pièce à conviction qui pouvait le relier au meurtre, un détail qu'il pensait être définitivement enfoui dans la boue du marais. Nova monta dans son pick-up et commença à conduire de manière erratique. Il ne se dirigeait pas vers chez lui. Il s'éloignait de Niort, accélérant à mesure qu'il atteignait les routes dégagées. Il se dirigeait vers une zone isolée de la forêt de Merve, loin des marais où les crimes initiaux avaient eu lieu. Un paysage totalement différent, caractérisé par des collines vallonnées et une forêt dense de pins et de chênes. La poursuite était lancée. L'équipe de surveillance le suivit, maintenant une distance sécurisée mais s'assurant qu'il ne leur échappe pas. La poursuite se prolongea sur des kilomètres, s'enfonçant plus profondément dans la forêt isolée. La tension montait à chaque kilomètre. Que faisait Nova? Où allait-il? L'anticipation était électrique, la prise de conscience que l'affaire était enfin en train de s'ouvrir. Nova s'arrêta finalement dans une zone reculée de la forêt de Merve, un endroit accessible uniquement par une route forestière étroite et envahie par la végétation. Il sortit de son pick-up, ses mouvements frénétiques. Il saisit une pelle à l'arrière et se dirigea rapidement dans les arbres, disparaissant dans les broussailles denses. L'équipe de surveillance rapporta ses actions. Ils réalisèrent qu'il ne se cachait pas simplement. Il tentait de récupérer ou de déplacer des preuves. Convaincus qu'il était sur le point de détruire des preuves cruciales, les enquêteurs ordonnèrent aux équipes tactiques positionnées à proximité dans le cadre de l'opération d'intervenir. La confrontation se déroula rapidement. Les équipes tactiques, armées et protégées, émergèrent des bois, convergeant vers l'emplacement de Nova. Ils se déplaçaient silencieusement, leur entraînement évident dans leur approche coordonnée. Ils trouvèrent Nova dans une petite clairière de la forêt de Merve, le sol couvert d'aiguilles de pin. Ils creusaient frénétiquement, la pelle s'enfonçant dans la terre avec une énergie désespérée. Les gendarmeries. Lâchez la pelle. Main en l'air. Les cris brisèrent le silence de la forêt. Nova se figea, la pelle tombant de ses mains. Il regarda autour de lui,
affolé, réalisant qu'il était piégé. Une confrontation tendue s'ensuivit. Nova, le visage blême de peur et de désespoir, hésita, ses yeux passant des officiers à la terre partiellement retournés à ses pieds. Pendant un instant, il sembla qu'il pourrait résister, peut-être se battre, mais la présence écrasante de l'équipe tactique le convainquit de l'inutilité de toute résistance. Il leva lentement les mains et se rendit. Il fut maîtrisé et arrêté. La zone où Nova creusait fut immédiatement sécurisée en tant que scène de crime. La pelle, plantée dans la terre bouleversée, marquait l'endroit où Nova avait désespérément tenté de dissimuler la vérité. Les enquêteurs savaient avec une certitude glaçante qu'ils avaient enfin trouvé les réponses qu'ils cherchaient. Le point culminant de 3 ans d'enquête s'était matérialisé dans cette forêt de pins isolée, le silence rompu par les cris des officiers et la prise de conscience que le mystère macabre était sur le point d'être résolu. Alors que Gilles Nova était placé en garde à vue dans la forêt de Merve, l'opération se poursuivit avec une précision synchronisée. Un mandat d'arrêt simultané fut exécuté au domicile de Marcel Duval. Une seconde équipe tactique investit sa maison à Maran, le plaçant en garde à vue sans incident. Duval semblait ignorer les actions paniquées de Nova et les événements qui scellaient rapidement leur destin. Les 2 hommes furent transportés au poste de la gendarmerie nationale et placés dans des salles d'interrogatoire séparées. L'atmosphère dans l'unité d'enquête était chargée d'un mélange de soulagement et d'anticipation sombre. Ils avaient les suspects, le mobile, et les preuves circonstancielles de l'emballage du tube de choc et de la tentative désespérée de Nova de déterrer quelque chose dans les bois. Mais ils avaient besoin d'une confession pour comprendre pleinement les événements tragiques de novembre 2015 et garantir une condamnation. L'interrogatoire de Nova se heurta à un silence glacial. Il était défiant et non coopératif, niant toute implication dans les meurtres et n'offrant aucune explication pour ses actions dans la forêt de Merve. Il maintenait son sang-froid, son attitude froide et calculatrice, malgré les preuves accablantes contre lui. Il demanda un avocat et refusa de répondre à d'autres questions. L'interrogatoire de Duval, cependant, prit une tournure différente. Duval était le maillon faible, plus sensible à la pression psychologique de l'interrogatoire. Il était initialement hésitant, visiblement effrayé par l'arrestation soudaine et la gravité de la situation. Les enquêteurs le pressèrent, employant des techniques destinées à exploiter sa peur et son incertitude. Ils soulignèrent la gravité des accusations, plusieurs chefs d'accusation de meurtre, y compris le meurtre d'un officier de gendarmerie et d'un enfant, et le poids des preuves contre eux. Ils détaillèrent la découverte de l'emballage du tube de choc, l'achat retracé liant Duval et Nova à l'équipement spécialisé, et la surveillance qui avait capturé la réaction paniquée de Nova. Ils brossèrent le tableau d'une affaire solide, un récit de culpabilité laissant peu de place au doute. Le tournant vint lorsque les enquêteurs informèrent Duval que Nova avait été arrêté alors qu'il tentait de déterrer des preuves dans la forêt de Merve. La révélation que son complice, l'homme qui avait orchestré leur entreprise criminelle et la dissimulation qui suivit, avait paniqué et conduit la police directement aux preuves cachées brisa la détermination de Duval. Il réalisa que le jeu était terminé. La perspective d'une peine de prison à vie, voire pire, sans coopération, était accablante. Marcel Duval passa aux aveux. La confession fut détaillée et bouleversante, un récit glaçant de la séquence d'événements ayant conduit à la tragédie. Duval expliqua que lui et Nova étaient engagés dans une chasse illégale à grande échelle de canards pour un profit commercial. Ils utilisaient des techniques illégales, y compris des appels électroniques et des appâts, pour récolter des centaines de canards, qu'ils prévoyaient de vendre sur le marché noir. Leur opération était sophistiquée et lucrative, utilisant l'isolement sauvage du marais poitevin pour dissimuler leurs activités. Le matin du 14 novembre 2015, ils étaient au milieu de leur opération lorsque l'officier Margot Lefebvre, enquêtant sur des signalements de dépôts illégaux de déchets, tomba par hasard sur eux. Elle avait apparemment entendu les tirs excessifs et les appels électroniques et était venue enquêter. Lorsque l'officier Lefebvre les confronta et tenta de les arrêter, Nova réagit avec une violence brutale et soudaine. Il lui tira dessus sans avertissement, avant même qu'elle n'ait eu le temps d'atteindre sa radio ou son arme. Le meurtre fut un acte spontané de désespoir pour protéger leur opération illégale, une décision froide d'éliminer la menace représentée par l'officier.
La tragédie s'aggrava peu après. Étienne Dubois, ayant entendu les coups de feu et craignant un accident de chasse, arriva sur les lieux pour offrir son aide. Il tomba sur les conséquences du meurtre, devenant un témoin de leur crime horrible. Voyant qu'Étienne avait été témoin du meurtre, ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas le laisser vivre. Ils lui tirèrent dessus également, éliminant le seul témoin de leurs actes. L'horreur ne s'arrêta pas là. Après avoir tué Étienne, ils fouillèrent son affût de chasse à proximité, cherchant tout ce qui pourrait l'identifier ou les relier au crime. Ils y trouvèrent Léo, âgé d'1 an. La présence de l'enfant créa une crise. Paniqués et incertains de ce qu'il fallait faire, ils emmenèrent le garçon avec eux. Ils ne pouvaient pas le laisser là, risquant qu'il meure d'exposition ou qu'il soit trouvé par les équipes de recherche, ce qui déclencherait immédiatement une enquête massive ciblant la zone. Ils commencèrent alors le processus élaboré de dissimulation de leur crime. Ils prirent le fusil Beretta d'Étienne, réalisant que s'il était trouvé près de la scène de crime, il pourrait semer la confusion dans l'enquête et suggérer qu'Étienne était le coupable. Ils démontèrent ensuite le fusil, le rangèrent dans sa mallette, et le jetèrent dans un canal isolé à des kilomètres de là, espérant qu'il ne serait jamais retrouvé. Cette nuit-là, sous le couvert de l'obscurité, ils utilisèrent leur bateau, déclenchant le capteur de turbidité qui les trahirait finalement, pour transporter le corps d'Étienne. Ils naviguèrent jusqu'à une zone profonde du marais, connue pour une forte concentration de grands reptiles aquatiques, comme des crocodiles dans d'autres régions. Ils lestèrent le corps et le jetèrent, s'assurant que ses restes ne seraient pas retrouvés. Les conditions environnementales et l'activité des animaux aquatiques expliquaient pourquoi le corps d'Étienne n'avait jamais été retrouvé. Le sort de Léo Dubois fut la partie la plus déchirante de la confession. Duval révéla qu'ils gardèrent le garçon pendant plusieurs jours, le cachant dans une cabane isolée qu'ils utilisaient pour leurs opérations de braconnage. Ils débattirent de ce qu'il fallait faire de lui. Réalisant l'immense risque de le garder en vie, craignant que l'enfant puisse un jour les identifier ou que leur prise en charge continue de lui mène à leur découverte, Nova prit finalement la décision froide et calculée de le tuer. Nova emmena Léo dans la dense forêt de Merve, au même endroit où il fut finalement arrêté, et l'assassina. Il enterra le petit corps dans une tombe peu profonde, espérant que l'isolement du lieu et le passage du temps dissimuleraient le crime à jamais. La confession apporta les réponses qu'Amélie Dubois avait cherchées, mais elles étaient plus horrifiantes qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Son mari et son fils n'étaient pas perdus dans le marais. Ils étaient les victimes d'un acte de violence brutale et insensé. Armés de la confession de Duval, les enquêteurs se mobilisèrent immédiatement sur le site où Nova avait été appréhendé. La zone fut sécurisée, et une équipe médico-légale entama le processus méticuleux d'excavation de l'endroit où Nova avait creusé. L'excavation fut menée avec une précision solennelle. La terre bouleversée marquait l'endroit, et à mesure qu'ils creusaient plus profondément, la vérité horrifiée fut confirmée. Ils découvrirent les restes squelettiques d'un enfant. Les restes furent soigneusement récupérés et envoyés pour une analyse médico-légale. L'identification fut confirmée par des tests ADN, les restes appartenaient à Léo Dubois. La découverte de la tombe apporta la confirmation finale et dévastatrice de la confession de Duval. La récupération des restes de Léo Dubois dans la tombe peu profonde de la forêt de Merve, là où Gilles Nova avait désespérément tenté de les déplacer, fournit la preuve physique qui solidifia l'affaire contre les deux hommes, éliminant toute ambiguïté autour des sorts d'Étienne Dubois, Léo Dubois et de l'officier Margot Lefebvre. Pour Amélie Dubois, la découverte mit fin à des années d'incertitude angoissante, remplaçant le cauchemar de l'inconnu par la réalité brutale d'un meurtre calculé. La confirmation qu'Étienne était une victime, un bon samaritain qui avait tenté d'aider, lava son nom des soupçons qui avaient hanté l'enquête pendant des années. Gilles Nova et Marcel Duval furent inculpés de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour les morts de l'officier Margot Lefebvre, Étienne Dubois et Léo Dubois. En outre, ils faisaient face à de nombreuses violations graves des lois sur la faune liées à leur opération illégale de braconnage commercial, l'activité même qui avait déclenché les événements tragiques. Les procès furent rapides, les preuves accablantes. La confession détaillée de Duval, corroborée par les preuves physiques, l'emballage du tube de choc, les données environnementales et la récupération des restes de Léo ne laissaient aucun place au doute.
Les deux hommes furent reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Les crimes commis simplement pour protéger une opération illégale de braconnage, et qui avait escaladé dans une tentative de plus en plus horrifique d'éliminer les témoins, aboutirent à des peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que le corps d'Étienne Dubois n'ait jamais été retrouvé dans les profondeurs du marais Poitevin, la découverte inattendue de son fusil Beretta abandonné par un plongeur commercial, Lucas Martin, démêla finalement la chaîne complexe de violence et de tromperie qui avait commencé lors de la saison de chasse 2015.